soirée, justement, Allô, Allô, signé Shamsou Freakland. Nous allons nous rapprocher davantage de la Grande Bleue et des plaisirs de l'été avec notre invité qui vient de s'installer. Il s'agit de Siham Rahmaniya, qu'on a plaisir à recevoir ce matin. Bonjour Siham. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, là, on vient d'écouter une chanson qui est pleine de peps, qui vraiment, qui nous booste, qui donne du punch de vos matins. Mais est-ce que les fonds marins ont une musique particulière? Oui, parce que pour moi, c'est pas le monde du silence. Parce que déjà, on s'écoute respirer. Et puis, il y a un bruit au fond, un bruit, une musique. Une musique particulière, voilà, qui rythme un petit peu vos mouvements en tant que nageur. Oui, aussi. Oui. Voilà, les vagues vous bercent, on ne dira pas les chants des sirènes parce que c'est une légende. C'est une légende. Et puis nous, on n'aime pas quand il y a trop de vagues aussi. Hein. On aime bien quand elle est calme. Absolument. En tout cas, voilà, ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ont pris le train en marche, auront deviné que vous êtes plongeuse. Voilà, vous êtes instructeur en plongée niveau 2, oui. N'est-ce pas? Et vous êtes propriétaire d'un club, un club qui est très très convoité durant cette saison estivale. Ben oui, parce qu'on propose de la plongée pour des enfants, des adultes. Actuellement, c'est les vacances et nous recevons beaucoup de familles. Et comme on peut commencer la plongée à partir de 8 ans, donc ça permet à beaucoup de familles de venir passer un bon moment avec nous. Très bien, donc petits et grands viennent vers le club pour faire ce qu'on appelle le baptême de plongée, effectivement. C'est une petite plongée où vous êtes assisté à 100%. Bien sûr, il y a des contre-indications médicales, il ne faut pas être malade. Et après, nous, on prend en charge, on fait un petit briefing. Toutes maladies confondues ou y en a-t-il vraiment Il y en a où vraiment, on est c'est-à-dire tout ce qui est diabète, tension, asthme. Après, j'aime bien savoir si le futur plongeur a un souci ou un antécédent aussi. Donc, histoire de faire connaissance, ça se fait lors du briefing. Après, il y a aussi les personnes... Donc, les hypertendus ne peuvent pas faire de la plongée? Non, malheureusement. Non, malheureusement non, sauf avis médical. Ils sont bons en apnée, oui, sauf avis médical, parce que je vous donne l'exemple par exemple d'un diabétique qui était envoyé au club à titre thérapeutique, voilà. Oui. Mais moi je ne le savais pas. Donc le monsieur il vient, il me dit voilà je vais faire de la plongée et tout. J'ai dit allez, je suis diabétique. Et moi, j'applique ce qu'on m'a appris. La règle, la réglementation. J'ai dit non, vous ne pouvez pas plonger, je suis désolée, voilà, pour votre sécurité. Il n'a rien dit. Il revient avec son médecin. Et il m'a expliqué que c'était pour lui une thérapie. Il avait besoin de faire ça et tout. Mais bon, c'est-à-dire on a fait attention à lui. Il faisait une plongée par jour. C'est-à-dire on a avec le médecin. Voilà, avec le médecin, c'était des conditions. Mais le médecin m'avait coaché justement. C'est pour ça que je demande toujours l'avis d'un médecin quand il s'agit de cas comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Très bien. À vous entendre parler, on devine l'experte, on devine aussi toute cette expérience que vous avez accumulée au fil des ans. Ça vous fait combien? 26 ans déjà Oui, 26 ans de carrière. De carrière, non, ça veut dire c'est de la reconversion. Ça fait 15 ans de carrière, mais c'est vrai que ça fait 26 ans que je vis cette passion, et pleinement depuis 15 ans. Depuis que j'ai ouvert le club, c'est devenu tous les jours. Tous les jours. On plonge, on prend plaisir, on observe la mer et puis on y goûte. Donc vous avez été vous-même initié, ça remonte à loin. Vous vous rappelez de votre propre baptême? Ah oui, je me rappelle de mon propre premier baptême qui a été fait par Rachid Kahil. Moi, je me rappelle même du nom de l'instructeur. S'il me voit, ça lui fera plaisir. On a fait une petite plongée, lui et moi, à la Pérouse. Et j'avais trouvé que les palmes, c'était pas possible. C'était le seul truc qui me... Voilà, c'était pas possible. Et maintenant, je peux plus nager sans palmes. Oui, parce qu'au début, on a l'impression que c'est long. Ça m'avait encombré, ça m'avait... Voilà, parce que j'étais bonne nageuse, on va dire. Et
Et ça a été le déclic. Et depuis, bon, je suis arrivée à... Voilà, vous êtes comme un poisson quand vous êtes dans l'eau. Oui, j'aime bien. Bon, j'ai plusieurs surnoms dans le travail. Bon, j'ai la sirène, j'ai le poisson et j'ai aussi la thérapeute aussi. Là, ces derniers temps, c'est devenu « Ah, je suis en manque, donc je veux venir et tout. » Voilà. C'est génial. C'est vrai, on devient addict quand on y a pris goût et ça se pratique tout au long de l'année, la plongée. On peut... Le climat en Algérie le permet-il, justement? Oui, le climat en Algérie le permet. Bon, bien sûr, on a des périodes où la mer est déchaînée, où il fait très froid et tout. Mais c'est vrai que je peux vous dire qu'on on travaille pratiquement tous les jours. C'est rare. Bon, bien sûr, après la période des vacances, il y a moins de demandes. Mais il y a toujours les passionnés, les intoxiqués de l'azote, comme je les appelle moi, qui sont là dès qu'ils ont une journée de libre, dès qu'ils ont les week-ends, bien sûr, ils sont au club. Donc voilà, on arrive à tenir la barre à l'année. Mais parlons davantage de cet été. Donc, vous disiez que le programme était adapté en fonction des familles. Oui. Donc, voilà, une fois le baptême achevé, vous faites des sorties en mer avec ces familles ou avec les plus doués? Il n'y a pas de, on va pas dire doué ou pas doué. C'est on aime ou on n'aime pas. Il y a surtout ça parce que après c'est à nous de nous adapter à ce qu'ils ont comme capital aquatique pour les accompagner sous l'eau. Hein. Mais après ils peuvent faire la formation. Ils peuvent se faire des petits cœurs comme celui qu'on vient de voir. Oui, ça c'est une anecdote. Voilà. Oui, voilà. Ce qui nous amène à parler du langage sous-marin parce que vous avez des codes entre vous. Voilà, vous parlez avec les gestes. Oui, c'est le langage des mains. On communique. Et bon, le cœur, vous le trouverez pas sur les livres. C'est maintenant avec tout ce qui est dans les réseaux sociaux de genre j'adore, j'aime bien et tout. Et c'est devenu. Bon, il faut dire que la première fois que j'ai vu ce signe-là, c'est quand je faisais plonger des couples. Et donc sous l'eau, il faisait lui comme ça et elle comme ça. Et donc on trouvait ça mignon, marrant et tout. Et pour l'anecdote, donc comme mon mari fait partie du staff, à un moment sous l'eau, je lui fais ça. J'avais pas fait ça, j'avais pas. Et je faisais ça. Il me regarde, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis comme ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Genre je connais pas ce signe. Et du coup c'est parti. Du coup on le fait maintenant sous l'eau parce que vraiment on a eu affaire à on a fait des fiançailles sous l'eau. Oh mon Dieu, c'est beau, ça. On a fêté il y a eu même des demandes en mariage. On a mis la bague sous l'eau. Ah, c'est génial. Dans quoi? Dans quoi vous l'avez cachée, cette bague? Elle était dans une boîte, dans ma poche. Et après, il y a sorti le panneau, veux-tu m'épouser? Et du coup, elle a dit oui, je lui sors la bague. Bien sûr, je la tenais bien en main, la fille. Non, pour le pack. On était à 2 mètres de profondeur. Hein. Elle a vu la bague, elle a fait des grands yeux, il y a mis la bague sous l'eau, tout ça a été filmé et tout. Mais bon, voilà. Elle a dit oui et ça a abouti. Hein. Ça a abouti. On félicite le couple dont on parle et qui se reconnaîtront certainement si vous regardez ce matin. Il y en a eu 3. On a eu 3 fiançailles sous l'eau. Comme quoi la plongée, c'est vraiment le plaisir d'être au contact de l'eau, de la faune et flore marine, mais aussi d'avoir des moments privilégiés, des tranches de vie très belles dont on se souviendra éternellement. Oui, c'est vrai que ça marque. Moi, personnellement, je trouve que j'ai l'honneur d'accompagner ces familles, ces couples dans ces moments exceptionnels. Une déclaration d'amour, un papa qui descend avec sa fille. Vous voyez, tout ça, moi, je trouve que c'est vrai que ma passion est la plongée, mais à travers cette passion, je partage la vie privée, on va dire, des instants privés de certaines personnes. Et ça, c'est magnifique. Voilà, je trouve que je suis une privilégiée. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la plongée? Qu'est-ce que vous détestez le plus quand vous plongez? Alors, ce que j'aime le plus, c'est le regard des personnes, que ça soit le baptême ou la personne qui a de l'expérience et qui comprend un truc nouveau, qui voit un truc nouveau. C'est l'émerveillement dans les yeux. Ah oui, dans les yeux, on le voit. Vous savez, là, même si je suis fatiguée ou c'est-à-dire, quand vous voyez ça, ça vous rebooste. C'est réellement ce qu'on dit, ça nous donne de l'énergie. Oui. La personne, quand vous voyez l'émerveillement de la personne, les yeux parlent.
On parle avec les yeux et ça, c'est magnifique. Oui. Et votre deuxième question? La deuxième, c'est qu'est-ce que vous détestez le plus quand vous êtes sous l'eau? Honnêtement, quand je suis sous l'eau, sérieux, hein, je suis dans mon élément. Voilà. Vous êtes dans votre élément, mais il y a des éléments, des intrus qu'on croise des fois. La pollution marine, entre autres. Alors, alhamdoulilah, là où je plonge, j'ai la chance de ne pas être, on va dire, agressée par cette pollution-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs, je n'ai pas participé à tous les événements des boueurs de la mer parce que je le suis à l'année. Oui, je ne le fais pas ponctuellement. Oui. Quand on plonge, d'ailleurs, surtout quand il y a des enfants, on trouve une bouteille, on trouve une boîte de thon, des trucs comme ça qu'on ramasse. Déjà, ça fait plaisir, même en novice. Hein, c'est-à-dire, quand je fais vous avez toujours un petit sac comme ça? Dans des poches, on prend une petite bouteille, comme ça, on la remonte. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, quand on trouve un déchet aussi, il peut être un habitat. C'est vrai. Habitat, donc on ne remonte pas quelque chose qui a été déjà, on va dire, encadré par les algues, voilà, apprivoisé ça, par on touche certaines pas, espèces. voilà. Oui. C'est vrai, on salue les efforts de certains passionnés de mer qui ont installé carrément des habitats du côté de Annaba, entre autres. Oui, ça qui ont permis voilà, la restitution de la faune dans certaines zones où c'est vraiment ce qu'on appelle des récifs artificiels. Des récifs artificiels ont été installés ici et là dans notre côte. Quand, d'ailleurs, encore hier, j'ai trouvé, d'ailleurs, on en a rigolé, une chaussure à talons sous l'eau. On était à 16 mètres de fond. Je l'ai sortie comme ça. Ils ont rigolé. Je ne l'ai pas remontée parce qu'il y avait une étoile de mer à l'intérieur. Oh, génial. Je l'ai laissée. Voilà, elle avait une belle petite chaussure. Voilà, le plastique, oui, on le remonte. Oui. Tout ce qui est, voilà, parfois on trouve des téléphones. On a trouvé aussi des sous l'eau. Oui, ça va, ça enrichit. C'est bien. Voilà. C'est génial. Enfin voilà, c'est dire que la plongée peut être un moment privilégié, un moment de plaisir. Et vous êtes essentiellement installé du côté est d'Alger, oui, donc à Ain Taïa en particulier. Ain Taïa. Oui. Oui. Voilà, on a reconnu, je crois, la plage de Décaplage, non? C'est la plage connue. L'ancien nom, c'était les Canadiennes. Ah, oui. Et ça a été renommé maintenant, c'est Tarfaya. Mais ça reste les Canadiennes. Très bien. Décaplage, c'est la plage qui est avant nous. Voilà, donc Tarfaya, si vous êtes intéressé, vous y trouverez un coach et pas des moindres. Il s'agit de Siham, donc Siham Rahmania, qu'on a reçu avec plaisir ce matin. Merci. Merci infiniment pour cette présence. On vous souhaite bon vent et une bonne fin d'été. Merci. Voilà, et voilà, si vous voulez donner la page. Ben, c'est Décapalme, c'est le club de plongée Décapalme, voilà. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Passez une bonne journée. Vous également qui nous regardez, passez une excellente journée. On va vous proposer tout de suite un reportage qui va nous parler encore de sport. Cette fois-ci, on va parler de voile à travers ce portrait réalisé par Iles Ould Hamouda et on revient juste après avec notre invité suivant. Dans son embarcation, Sana El Cheb prend des allures de coach. Le temps des week-ends ici à Tipaza, cette jeune athlète initie ses loups de mer et leur apprend comment glisser sous le vent, aussi le b.a.-ba des supports de voile, notamment l'optimiste et le laser. كما دوكاني حاكمة ايكيب انيسياسيون في الكلوب نوتيك دو تيبازا. اكسبيريونس مليحة كيفاش تخدم مع دراري صغار وكامل وباسكو الانيسياسيون هي لا باز هي الصح كامل تاع لافوال. حنا كيما الإلكا سي سيري أولمبيك سبيسيالمون في وين بارتيسيبيو بها في لي جوز أولمبيك غير البنات مام لي جو ميديتيرانيان وكامل غير البنات. كيما هاد لاني 2022 درنا دو كومبيتيسيون ناسيونال كومبيتيسيون ناسيونال بروميير ايطاب وين درت لا تروازيام بلاس في pour la compétition nationale اللي دارت في اوت في الجي بلاج دوزيام ايتاب درت لا بروميير بلاس في او جينيرال. ان شاء الله بريباراسيون تكون مليحه en 2023 pour préparer au championnat d'Afrique qualificatif les Jeux Olympiques Paris 2024. À l'âge de 15 ans, Sana El Cheb intègre le club nautique de Tipaza.
série laser appelée aujourd'hui ILCA, puis l'équipe nationale. Et elle continue d'évoluer toujours sous la houlette de son entraîneur Abderrahmane Taouri, dans l'espoir de se démarquer dans les futures échéances. Quelle que soit la discipline, les athlètes algériens brillent. Les athlètes algériens aussi convoitent des places sur les podiums internationaux, à l'instar des basketteurs. Aujourd'hui, nous parlerons d'une discipline nouvellement installée. Donc, il s'agit du basketball 3x3. On va comprendre de quoi il s'agit tout de suite avec notre invité qui vient de s'installer. Il s'agit de M. Ziad Abderrahmane, président de la commission 3x3 pour la fédération justement algérienne de basketball. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va très bien. Vous aviez envie de plonger, je sais. On avait tous envie de plonger aujourd'hui. Effectivement, donc ça donne envie. Ça donne envie aussi de vivre sa passion pour le basketball autrement. Hein. Oui. Voilà, autrement que dans la salle de sport, dans les espaces conventionnels vraiment réservés à ce sport. Exactement. Voilà. Exactement. Pour ce sport qui a pris de l'ampleur dernièrement, surtout après les Jeux olympiques, ça a été un grand succès pour ce sport. Et exactement ici en Algérie, on a commencé à voir à l'introduire exactement à la société algérienne, surtout pour les sportifs algériens. En tout cas, les Algériens s'adaptent vite apparemment. Moi, j'étais de passage à Ouagnouni et j'ai vu l'engouement des spectateurs qui étaient assis qui étaient un peu accrochés à leur balcon un peu partout et qui suivaient un peu le déroulement de cette belle compétition de 3x3. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? On va expliquer à ceux qui nous regardent. C'est une nouvelle discipline qui ça se joue avec de nouvelles règles du basket, différentes du basketball 5 contre 5. La différence, c'est que ça se joue en demi-terrain avec 4 joueurs. Donc on n'a plus les déplacements de droite à gauche, on est sur un demi-terrain et un seul panier. Il y a 4 joueurs, 3 joueurs sur le terrain et un joueur de changement. Oui. Le temps de jeu, c'est à 10 minutes seulement. Pour la balle aussi, c'est pour les points. Les points, si tu marques un point sous le panier, ça va compter un point. Et c'est au-delà de la zone du 3 points, ça va compter seulement 2 points. Ah, même si on fait un beau lancer comme ça de loin, il sera comptabilisé en 2 points. Très bien. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Voilà. Il y a 4 ou 5 changements de règles. Est-ce que le nombre de paniers compte aussi pour les équipes? Oui, bien sûr, ça se compte. Si on marque beaucoup. Exactement. Si on arrive à marquer 21 points, le match est fini. Ou bien il y a 10 minutes de temps. On va voir qui va gagner, qui va marquer le plus. On va jusqu'au bout du timing, effectivement. Mais c'est vrai que ça va vite le basketball. On se dit, 10 minutes, c'est court. C'est court, mais c'est intense, c'est très intense. C'est très physique, je le disais tout à l'heure. Défense, attaque, attaque, c'est très intense. Défense, attaque, c'est vrai qu'on est sur les mêmes positions, pas comme le 5x5 où chacun a son rôle, il y a un pivot, il y a des joueurs autour et voilà, il y a une stratégie de groupe. Donc là, on est sur vraiment cette compétition qui a une belle histoire derrière elle. En fait, dans les films hollywoodiens, on voit beaucoup de joueurs de basketball comme ça dans les quartiers. C'est un petit peu ce qui commence à se faire connaître chez nous aussi depuis 2019. Exactement. Depuis les années 90, ça a commencé aux États-Unis, comme on voit au film. Oui, dans les films, on les voit beaucoup jouer comme ça, juste avec un seul panier. Et puis, le comité olympique a essayé de faire, le comité olympique international a essayé sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Ils ont essayé ça en 2010. Ils ont vu que ça va être intéressant, si ça va être officiel. En 2011, ils ont décidé de faire le championnat du monde U18 et ça a été un grand succès. Alors ils ont décidé de mettre ça
Parce que c'est dans les sphères jeunes que ça se joue, ça se pratique. Exactement. Ce sont les jeunes des quartiers, souvent les quartiers défavorisés. Donc là, ils drainent avec eux des masses. Exactement. C'est le fait, exactement. Ça fait de ce sport un sport très populaire et je pense que même chez nous, il va gagner en popularité. Exactement. Depuis 2019, ça a été le premier. On a organisé le premier tournoi officiel sur la plateforme FIBA. Et là, ça a pris de l'ampleur. On a essayé d'organiser beaucoup de tournois, surtout sur les villes internes et tout. Et on a vu qu'il y a beaucoup de pratiquants. Surtout, ça se joue sur une plateforme, là où chaque joueur doit créer un profil. Et là, on a les statistiques des joueurs inscrits sur la plateforme. On peut voir l'activité sur le territoire national et tout. Et chaque tournoi créé, on a les informations de ces tournois. Très bien, des informations qui sont utiles parce que ça contribue efficacement à la qualification des équipes, à la qualification des fédérations, parce qu'il y a aussi un objectif. Voilà, même si ça semble un peu ludique, même s'il y a du jeu dans cette compétition, il y a aussi des objectifs à atteindre. Et j'imagine que nos athlètes rêvent, comme les autres qu'on vient de voir à l'instant, rêvent des Olympiades, ils rêvent des championnats du monde, c'est bien ça? Exactement, c'est le fait. La FIBA aussi, elle a mis un système de points. Chaque tournoi joué, tu vas avoir des points. Surtout pour les fédérations. Même si tu organises, tu vas avoir beaucoup de points. Et là, on essaie de jouer sur ce point-là. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser la Nations League, qui est une compétition très, très importante pour la FIBA. Et là, on est dans le bon voie. C'était un franc succès, très apprécié par le public, qui est venu en masse encourager. Donc, chacun avait ses fans. Exactement. Donc, chaque équipe ramenait ses fans. Et puis, donc, c'est vrai que c'est un pool qui s'est joué de façon assez particulière dans la mesure. On dit une ou un pool? Une poule. Une poule. D'accord, comme la poule. Comme la poule. Les poules, les poules s'enchaînaient. Il y avait une finale par jour et c'est pas mal. Il y a du punch, il y a... Exactement. C'est un système différent. Ça se joue sur une semaine d'affilée. Chaque jour, on joue un événement indépendant. Il y a 2 poules, il y a 6 équipes. Chaque jour, on mélange les équipes pour avoir beaucoup de compétitions. Et chaque jour, il y a une finale. Ça donne beaucoup d'énergie et de la compétitivité. Et c'est bien, et ça varie le spectacle. Et ça permet aux jeunes de s'amuser, de regarder un beau spectacle. En définitive, c'est un peu ça, le 3x3. Exactement. Donc, le 3x3 s'appelait tout au début du street ball, c'est bien ça? Exactement. On fait un petit peu d'histoire pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas trop le basketball. Un peu. Je vais faire comme si je connaissais, mais c'est pas sûr que je connaisse. Déjà, le slogan de la FIBA, c'est « From the streets to the Olympics ». Ah, c'est bien. Ça explique le but de la rue aux Olympiades. C'est excellent. Et c'est vrai que c'est un sport populaire qui pourrait avoir vraiment sa place chez nous, parce que les jeunes dans les quartiers jouent beaucoup au foot, mais ils pourraient aussi juste accrocher un petit panier et puis devenir des basketteurs à l'occasion. Pour faire ça, on essaye de faire avec la fédération algérienne, que je remercie d'ici, on essaie de mettre une feuille de route là où on vise les jeunes de ces quartiers, on fait des formations, à chaque fois on fait des formations pour les jeunes, surtout tu sais que c'est un sport digital et maintenant la génération... Oui, c'est très très présent sur la toile. Exactement, avec les réseaux sociaux et tout, tu peux voir ton profil, là, tu peux même voir les tournois qui se jouent autour et tout, tu peux voir tes statistiques en ligne et tout. Même tu joues là, tu es là, tu peux voir les tournois, les statistiques. Et ça c'est encourageant pour les jeunes pour pratiquer ce sport. Moi je sais pas, je me permets une petite proposition, monsieur le président de la Fédération.
fédération de basketball. C'est vrai que la commission, et la commission vous la représentez, mais la fédération gère le basketball de manière générale. La fédération de football investit beaucoup dans l'espace local, c'est-à-dire dans les quartiers. On a vu depuis quelques années l'apparition de terrains de proximité. Ces terrains pourraient être exploités aussi pour le basketball. Oui, bien sûr, juste investir avec ça les... Ça commence par là, mais on a un petit problème avec ces places-là. On n'a pas beaucoup de terrains. C'est pour ça que j'encourage les autorités de... Pourquoi ne pas utiliser les mêmes terrains? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut un mur. Non, c'est pas. Il faut un mur, mais le terrain, c'est pas la même chose. Ah oui, parce qu'il faut quand même la gomme. Exactement. Oui, c'est vrai. En basketball, il faut de l'élan, il faut et la gomme permet justement cette comment on dit, cette ascension vers le panier. C'est vrai que c'est pas possible. Il faut des baskets spécifiques. Et il faut aussi un terrain spécifique. Alors on vous souhaite vraiment que ça se généralise à travers le pays. Inch'Allah, merci. Voilà. Quels sont les objectifs imminents donc, de la commission? Il y a deux volets. Il y a sur le côté technique avec l'équipe nationale et tout. On essaie de développer cette discipline sur les catégories jeunes, U16, U18 et U23. Et sur le plan organisationnel, on essaie de promouvoir ce sport pour avoir de l'ampleur et d'essayer de... Et pour drainer une élite, j'imagine. Donc, est-ce que l'élite commence à être visible? Exactement. Ça, et là, on a essayé de ramener un coach qui est Marwan Bouachir, qui est de France, un Algérien, un Franco-Algérien, qui connaît beaucoup de joueurs algériens, franco-algériens là-bas. D'ailleurs, l'équipe nationale est composée de 3 joueurs franco-algériens qui ont de l'expérience là-bas en France, parce qu'en France, ils jouent beaucoup. C'est très pratiqué là-bas. Nous, ça date de 2019 seulement, officiellement. Oui, non, ça date de 2012. 2012, mais bon... Mais ici, en Algérie, officiellement, ça date de 2019. Voilà. Ben, je souhaite vraiment beaucoup de courage à ce nouveau coach et puis aussi bonne chance à cette équipe nationale qui va certainement nous honorer très prochainement, je le sens, mon petit doigt me le dit. Inch'Allah. Oui. En tout cas, ravi de vous avoir reçu. Donc, Ziad Abdrahman, vous êtes, je le rappelle, le président de la commission 3x3, la Fédération algérienne de basketball. On a fait un petit peu d'histoire avec vous et on a parlé de basketball avec grand plaisir. C'est un sport que j'adore. En tout cas, j'adore le sport, j'adore aussi la musique, celle qui adoucit les mœurs. C'est pour tout de suite avec Lies Santeni, un talentueux auteur, compositeur, chanteur et comédien, vous le verrez. Aujourd'hui, nous le recevons en qualité de commissaire du Festival international du Malouf, abrité récemment par Constantine, mais aussi pour parler de son tout dernier double album, dont voici une chanson, Sultana. C'est parti.
Voilà, Sultana, un clip signé Liesq Santeni, présent aujourd'hui dans Brise d'été avec nous, donc un voyage dans le temps et dans les murs d'un palais justement de la ville des Ponts, le palais du Bey de Constantine. Bonjour Liesq Santeni. Bonjour Radia, très content d'être parmi vous ce matin. Tout le plaisir est pour nous, croyez-moi. C'est un clip qui me fait rappeler beaucoup de choses parce que j'ai tourné au niveau du palais Ahmed Bey avec Madame Miriam, que je salue. Elle est où votre barbiche? À chaque fois je ne voilà, chaque saison, c'est sa spécificité. Vous aviez l'air très à l'aise, très charismatique, comme ça. Clip. La chasse du monarque. En fait c'est un délire. J'ai écrit un petit peu le scénario avec un ami, Ahmed Riyad, que je salue. Oui. Et on a fait le délire. Comme j'appartiens à une famille ancienne, très ancienne de Constantine, donc on a fini dans les vestiges ottomans pour avoir ce petit délire qui a plu à beaucoup de gens. Et la chanson parlait de Sultana. Et moi, j'évoque la Sultana, c'est pas que la femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est l'Algérie, c'est beaucoup de choses. C'est la patrie. Ça peut être vraiment toutes ces déclinaisons. Et en tout cas, c'est un très bel hymne à l'amour, on dira. Très bien. Voilà. Très bien. Un très bel hymne à l'amour. En tout cas, votre amour pour Constantine, dont vous êtes l'ambassadeur aujourd'hui, parce que déjà votre nom d'artiste porte le nom de cette ville natale. Oui, je l'ai dit, le discours. Donc, mon prénom est Elias et mon prénom c'est Constantine. Donc, il y a une certaine redevance, il y a une certaine responsabilité aussi. Donc, si on m'appelle Constantinois, je dois être Constantinois dans mes pensées. Je dois promouvoir, je dois sauvegarder. J'ai beaucoup de missions à la fois. Une longue expérience, en tout cas dans l'organisation d'événements, vous a poussé tout récemment vraiment à défendre bec et ongle, on dira, le Festival international du Malouf de Constantine. Voilà. Et c'est vrai que vous en êtes le commissaire cette année. Oui, alhamdoulilah. Donc, je remercie dans la foulée Madame la ministre de la Culture, Dr Souria Mouloudji, qui m'a installé en tant que commissaire du Festival international du Malouf et qui m'a chargé de rebooter cette machine et de reprendre ce festival qui était absent depuis 2017. Donc, avec certaines directives très pointues afin de hisser le niveau et faire valoir ce patrimoine matériel et immatériel. Paris remporté, je dirais, pour Liesq Santeni et son équipe qui a réalisé une 11e édition saluée par tout le monde, public et presse. Oui. On atteste le book de presse ici présent qui est très volumineux. Oui, il est très volumineux. Ça a été fait par le chargé de com, M. Mahmoud Ben Chaban, que je salue, qui a fait un travail remarquable dans la com, avec Faisal Metawi aussi, qui est la cheville ouvrière de ce festival. Nos confrères qui aiment beaucoup dans la communication. Et la culture. Et c'est la première fois où je parle du festival, donc je remercie votre professionnalisme parce que qui n'a droit au festival, il y a le commissaire, il y a le chargé de com, vous m'avez invité, je vous remercie. Bon, Brise d'été s'installe l'été, sinon vous aurez invité beaucoup plus tôt, Liesq Santeni. En tout cas, on est ravis de voir ces belles images, cette belle scène, ce public incroyable. Vous avez fait salle comble chaque soir. Alhamdoulilah, le défi était que c'est pas de déraciner le festival international du Malouf, du théâtre régional. Donc, نقولها لك بالعامية كبرنا فيه واللي ما غناش في التhéâtre régional de Constantine موش فنان من قسنطينة. Donc, c'est une entité, c'est un vestige de Constantine qu'on adore, que Constantine adore. Mais le challenge était de laisser les gens avec plus de liberté, avec plus de potentialité. Donner la chance à tout le monde d'assister à un beau spectacle. À ce droit d'assister à ces plateaux remplis d'artistes. Donc, on a eu quand même les 2400, c'est la première fois de l'histoire du Zénith et du Festival international de Malouf d'avoir 2400, 2500
Personne. Donc, moi j'ai assisté à des rencontres où الناس تلاقاو des familles عندهم 14 15 سنه ما تلاقاوش منين كملوها بالدموع باش شفت مع روحي avec le chargé de com قال لي voilà le festival a réuni beaucoup je l'ai déclaré في la presse. Les familles constantinoises et même de celles des villes avoisinantes. سكيكدا سوغارس عنابه بجايه donc Alger جاو partout جاو même de Tunisie et je remercie beaucoup le ministère des Transports qui a fait en sorte qui a fait qu'on réussisse cet événement avec un point de ramassage de 5 points. Oui. Donc je remercie le directeur régional des transports, le directeur régional de la jeunesse et sport et la direction de la culture qui ont aidé ce festival afin qu'il puisse avoir cette envergure. On a vu de grands noms, là, Salim Fergani vient d'apparaître. Pour le show final, il y a eu un autre nom des Fergani aussi qui était présent. Donc on a eu Salim dans la soirée, la première soirée qui est كبار المدينة donc سليم أحمد عوابدية طوطو محمد شريف زعرور توفيق تواتي et pour en finir avec la grande chanteuse Shahrazad Hallal qui a chanté, excellé et qui a donné une conférence sous le thème de la relation éternelle entre l'école Melouf de Tunis et de Constantine. Et donc elle a fait la Sorbonne. J'ai profité de la programmer aussi dans les colloques et les points de communication. Voilà. La deuxième soirée s'intitulait, parce qu'on a thématisé les soirées, donc cette deuxième soirée c'était Saoud Lemdina. Entre parenthèses, c'est la dynastie constantinoise. Donc, j'avais le grand Toto Segni que je salue, Abbas Riri, Hassan Branki. Le rossignol, je dirais par excellence. C'est l'élite. Hakim Bouaziz avec sa Sarah. Il y avait beaucoup d'artistes. Ce sont des noms qui nous représentent dignement dans les scènes internationales, dans les scènes nationales également, qui ont partagé la scène avec des étrangers. Le commissariat devait prendre l'élite et les potentiels réels. Et suite aux directives de Madame la ministre, il fallait prendre des gens qui m'ont dit c'est pas que avoir, je dirais, excusez ma franchise, le fait d'avoir un instrument à la maison et ça ou là par exemple être en vacances ici en Algérie, postuler à un festival international. Moi, j'avais pas ces directives. Oui. Je me devais de plafonner le niveau pour donner le meilleur du festival. On a eu la soirée de Haraï Lemdina et je dois expliquer que c'est l'une des plus belles soirées. Semina Haraï Lemdina, ça ne veut pas dire que c'est féminin en tout cas. C'est Haraï Lemdina, c'est Haraï l'Algérie. Donc on a eu trois chanteuses, trois divas. Donc, je parlerai de la grande Mriem Ben Allal. Oh mon Dieu, une voix exceptionnelle. Une voix exceptionnelle qui a représenté dignement l'école de Tlemcen. L'école d'Alger a été doublement représentée par deux grandes divas et deux grandes chanteuses, en l'occurrence la grande Nada Rihan et la diva Naïma Jazaïria, pour ensuite clore avec l'école constantinoise, dignement représentée avec notre ami Doniel Jazaïria. Et ensuite clore la soirée avec la grande Jahda Wahabi qui est venue du Liban. Et on connaît la grande Jahda Wahabi, c'est une voix exceptionnelle. Voilà. Donc on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est une programmation des plus riches, aussi ponctuée par des conférenciers, des conférences. Il y a eu beaucoup d'activités accompagnatrices au festival. On a vu aussi le costume traditionnel présent sur la scène. On a vu la gandoura algérienne. Oui, il y avait beaucoup d'activités accompagnatrices. On a fait des sorties pédestres et des sorties motorisées. On a fait des points, des colloques. On a fait des masterclass. On a fait des défilés. On a fait le grand défilé de mode avec notre ami Fouad Azi qui a signé la dernière soirée avec sa touche exceptionnelle de la gandoura constantinoise. Il y avait aussi Qoftan al-Qadi parce qu'il nous a fait une surprise où Djouzna Qoftan al-Qadi, ça a plu. On ne peut pas aller sur tous les détails, c'était tellement riche, tellement dense. Je me dois de l'expliquer. On était le site du ministère de la Culture, la DOD PCA, le site, le festival du 10 au 16. Donc on avait 7 soirées.
Et M. Loualid Constantine, on a jugé qu'il fallait faire que 5 soirées. Donc, ouais, il a. Un chiffre qui correspond d'ailleurs à la participation étrangère cette année. Oui, donc 5 pays correspond, ont pris part. il a demandé à ce que la clôture coïncide avec la clôture des Jeux arabes. Donc, elle a le programme et il y a eu 2 soirées rahou. Mais on a essayé de condenser un petit peu pour que les gens aient 5 artistes par jour. Mais alhamdoulilah, les gens فرحوا وشطحوا وزغرتوا. J'ai vu beau et والله يا مدام غير j'ai vu الفرحة تاع الناس في عينيهم بالزغاريت بالناس يعطيك الصحة يعطيك الصحة يقولوا يعطيك الصحة للياس اللي عنده 20 ans ما راحش ما ولاش قسنطينة bon كنت نروح ونولي mais le retour هذا a signé le retour de Liès vers Constantine vers Winterba. J'ai vu des amis اللي ما شفتهم ça fait 18 ans 19 ans 20 ans ça m'a fait chaud au cœur. Donc, mais c'est un festival. Je ne cesserai de remercier Madame la ministre de la Culture qui m'a donné cette chance de reprendre et de renouer avec Constantine et d'assister à la relance de ce festival. Un festival auquel on souhaite toute la pérennité grâce à cette nouvelle équipe, Inch'Allah, qui s'installera également en pérennité. En tout cas, Liès, c'est vrai que vous parlez du comeback. Vous revenez vers Canal Algérie. On est ravis de vous recevoir. Je ne suis jamais parti. Oui, mais on a besoin. Vous êtes un enfant de la télé, il faut le dire. Mais vous êtes voilà, auteur, compositeur, interprète, mais également comédien. On vous avait vu sur des sitcoms, Je me conjugue à travers tous les arts. Oui, vous êtes un artiste complet. J'ai fait les arts lyriques, arts dramatiques. Je suis issu d'un institut supérieur. Donc, moi, c'est une liberté que j'ai, Min Bekeri. Donc, j'aime jouer dans les feuilletons, j'aime dans les sitcoms, j'aime composer des génériques, j'aime chanter, j'aime. En tout cas, vous choisissez avec beaucoup de goût vos partenaires dans l'édition de vos clips, dans aussi la réalisation de vos clips. On va tout de suite voir un extrait d'une chanson, une des plus récentes que vous avez réalisée. C'est la plus récente. Qamar. Non, avant celle-ci, Qamar, on va voir un extrait de Qamar d'abord qui est très apprécié, qui a été très bien reçu par la critique. Alhamdoulilah. Toute cette volupté que vous avez injectée dans ce clip, on le disait juste avant que vous étiez très sélectif par rapport aux partenaires justement dans la réalisation des clips, mais aussi dans le choix des arrangements. Voilà, vous avez d'ailleurs des amis très fidèles pour ce double album. Oui, pour ça, alhamdoulilah, je suis très sélectif et c'est le mot. Et c'est le qualificatif. Donc moi c'est Zino, c'est Taïb Drifoul, c'est Amin Dahan, c'est Tarek Hachman, c'est une clique propre à moi, une clique qui est une clique qui comprend mes compositions. Donc on n'a plus le droit à la bêtise quand même. On a fait des impros, on a fait que ça, mais maintenant, donc c'est... les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais vous êtes auteur, compositeur de vos propres chansons et Dieu sait combien c'est dur d'imposer de ses propres chansons dans le terrain. Exactement. Vous qui êtes un enfant du Malouf à la base. C'est très dur qui m'a goûté d'imposer. De nos jours, c'est très dur d'imposer ce genre parce que c'est un genre que j'ai... Les bdites bih. Bakri, Liès Qsantini, c'était ça, c'était le style Kahina, style Youssef Boukhentash, donc بديت بالمودرن، من بعد رحت درت الفرقانية، من بعد après une année et demie دخلت l'institut رحت carrément vers le moderne et je continue ma carrière très très gentiment. Mais بديت بالsentimental, ما بديتش بالمالوف. Et si je suis en train de faire des chansons actuellement, c'est des chansons composées جدد. Mais avec l'empreinte du Malouf. Oui. On a vu Sultana tout à l'heure, c'était quand même une dominante. Parce que c'est l'intonation, c'est le vécu, donc je le fais ressortir à travers des compositions modernes. C'est pas que je ne peux pas chanter le Malouf, je pourrais chanter le Malouf normal. Absolument, la voix le permet, c'est une voix puissante. Il s'agit de tessiture vocale, alhamdoulilah. Mais je le dis franchement, maintenant il est question de montrer aux gens ce qu'est Liès en termes de composition. Donc le Malouf ou le Taqtouqat ou le Zendali, je le chante في العراس ولا في الحفلات. Mais studio, je préfère chanter Houij ta Liès, carrément. Voilà, carrément vos propres chansons. Parfois, bien sûr, vous intégrez des paroles. Comme Qamar, ce ne sont pas vos paroles, je pense. C'est mes paroles, c'est vos paroles aussi, d'accord. Oui, là, Ibarek. En tout cas... C'est composé en plein Covid. Et le Covid donc, a été propice, la guitare et l'ennui, donc ça a donné Qamar.
Et oui, on avait besoin de plein air pendant cette période-là. On était confinés. Et Dieu sait qu'on a rêvé des étoiles, Dieu sait qu'on a rêvé de tout. Ça a été composé fait un après-midi. مع روحي j'avais l'ennui. Donc كي تخرجي سي لا بافيت تقعدي دونك لا جيتار نهار هذاك ما خرجت با قلت للمدام قلت لها سمعي قمر قلت لها سي بنت تاع شكون هذيك قلت لها تاعي. ما نقول لها ماشي تاعي. تقول لي بيان بان مع الاخر ما نقول لها تاعي. سي انتيليجون سا. باسكو تقول لها تاعي تقول لك على شكون درتها وهذيك سي وي وي la jalousie. Surtout qu'il y a Samar et Qamar et ça continue dans la chanson. قمر داكور ما نعرفش قمر اوكي شكون. وسمر شكون؟ سمر شكون بعد هاجر شكون؟ Oui. Il y avait trois prénoms dans la chanson. J'en connaissais aucune. Oui, absolument. Et c'est vrai que l'artiste vit avec des muses, l'artiste vit avec des sources d'inspiration inspirées de son environnement direct, de sa vie au quotidien, effectivement. Sabar, l'artiste est sincère, il faut savoir que... Ce qui est sûr, Lies, vous avez une dominante de chansons dans laquelle vous mettez en avant les valeurs de l'amour, les valeurs de la compassion, les valeurs du respect de l'autre, de l'amour de l'autre. Et votre dernière chanson aussi est un hymne à l'amour. Ntia Ghrami, oui, c'est une chanson qui a été composée en 2017, mais qui n'a pas eu un droit médiatique, n'a pas oui, elle a 6 ans d'existence et aujourd'hui vous avez choisi de la proposer autrement. Dans l'album il y avait Gendora Qsenteni. J'ai fait la chanson Gendora Qsenteni pour montrer aux gens, je l'ai écrite et composée. Et j'ai demandé à ma grande-tante et à ma mère que je salue شنو هما les composants de la Gondora وحكايتها وكذا ودرت tout un travail de recherche ومن بعد خرجت vers le titre de Gendora Qsenteni pour expliquer aux gens بلي قندورة قسنطينة هي ملك قسنطينة وقندورة قسنطينة موروث ثقافي لا مادي وهذا موروث تاع قسنطينة. Absolument, d'ailleurs il n'appartient à aucune des familles. Ça appartient à la famille Constantine. Absolument. Donc je me devais de corriger ça. D'ailleurs, un dossier de classement a été introduit par le ministère de la Culture prochainement. Oui. La Gandoura Madame la ministre va introduire deux demandes de texte. C'est le Melouf et la Gandoura constantinoise. Tout à fait, qui seront prochainement classés dans le patrimoine universel de l'humanité. Très bien. Avec, bien sûr, ce sera la fierté de l'Algérien de manière générale. En tout cas, on a été fiers de vous recevoir. On a parlé d'une chanson. Il ne faut pas partir sans qu'on l'écoute, hein, Lies. On va tout de suite avoir un extrait. Relooké avec Zino Kendour. C'est parfait. Ntia Ghrami, signé Lies Qsenteni, paroles et musique de vous. En tout cas, arrangé par Zino Kendour. Et tourné à Alger dans une belle plage. Et on a une belle plage في رمضان. نهار هذاك je me rappelle غاتني عمري بزاف باسكو انا On n'avait pas l'impression, vous aviez l'air très heureux. انا ما نصبرش على الجاري وعلى Ah oui, en plein Ramadan. C'était Ramadan, je me rappelle فطرت بيتزا كاري
وقعدنا في بلاصه هذيك في l'hôtel هذاك ودرنا الكليب مي une belle ambiance. Mais ça reste un excellent Ou souvenir. c'est un clip tourné Et fait 2 sur 2 temps, madame. Tourné, en tout cas, présenté en exclusivité sur Canal والله Algérie aujourd'hui. l'exclusivité ما جاش في aucune des chaînes. Oui, on Je est ne les sais pas premiers à le pourquoi, montrer. mais الحنين إلى المدرسة الأم c'est Canal Algérie, c'est le PTV وين تربيت وين بابا كان sous-directeur. Donc il y a une redevance éternelle pour les Khsantani pour le NTV. En tout cas, on vous remercie pour ce beau cadeau. En tout cas, on vous remercie pour cette présence. On vous remercie pour ce beau cadeau et qui plaira certainement au public qui va le découvrir très prochainement. Ça fait partie de votre tout dernier double album. On peut donner le titre de l'album si vous permettez. Ntiogrami. Donc voilà, c'est la chanson éponyme. Donc voilà, c'est la chanson qui a donné son titre à ce double album signé Eliès Khsantani qui nous a fait l'amitié et le plaisir de partager ce moment sur Brise d'été. Merci infiniment. Merci. Bon vent et beaucoup de succès à cette belle chanson. Je remercie l'émission, je remercie le professionnalisme de l'émission qui a initié la première fois que le commissaire du Festival international du Malouf prend la parole. Excellent. Ça me fait plaisir. Et il y en aura d'autres, Eliès Khsantani. Je suis sûre qu'on vous recevra très prochainement encore et encore. Merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis le début. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec nous dans Brise d'été. Je vous souhaite de passer d'excellents moments, en tout cas en famille, entre amis, où que vous soyez. Que du plaisir, Inch'Allah, cet été. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.